à cette Merci. soirée Qu'est-ce que tu dis CRM pour réussir votre transformation digitale. Je passe sans transition la parole à Arnaud Stéphan qui va nous introduire voilà, le jeu qui va nous occuper jusqu'à à peu près 20h30. Ouais, ça va Merci, être bien. merci Arnaud. Bah, merci Claude. Pour les questions ou les remarques en fait des gens, du coup, on peut utiliser le champ conversé de Zoom ou pas du coup? Alors, je pense qu'on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les questions là-dedans et je vais peut-être les reprendre de l'autre côté. Ok, Oui, très bien. l'un n'empêche pas l'autre, forcément. Sentez-vous Ok, libre de le poster très bien. ou Eh ben, voilà. ok. Alors du coup, je vais partager mon écran et comme ça, hop, on va attaquer. Et moi, je vous mets les liens utiles directement maintenant. Parfait. Donc pour ce case study là, donc moi je vais vous inviter à utiliser en tout cas la partie conversation de Zoom et en fait pour formuler les idées voilà, que vous aurez au travers des différentes mises en situation que je vais vous proposer. Et comme ça, Vincent, lui, pourra les capturer dans la mind map, en fait. Comme ça permettra au moins d'être certain de où on récupère les éléments, en tout cas pour la mind map. Donc, la règle du jeu, en fait. Donc, en gros, ça va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, ça va être une histoire. Je vais essayer de faire en sorte que vous en soyez les héros. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur moi, je ferai ça à la fin, parce qu'on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc la règle du jeu, en fait, donc il y aura trois actes, comme une pièce de théâtre, en fait. Donc, il n'y a personne qui meurt hein, dans l'histoire, je vous rassure. En fait, ça va être une histoire et on va tâcher de vous mettre en situation. Bah voilà, quand vous serez en situation, essayez d'imaginer en fait ce que vous éviteriez, arrêteriez, renforceriez parce que les personnages ne le font pas assez, ou qu'est-ce que vous démarreriez en fait parce que les personnages le font juste pas du tout en fait. Donc voilà, en gros, quatre types d'actions: stop, avoid, continue ou start. Et en fait, vous les notez dans le champ conversation et comme ça, Vincent va les capturer au fil de l'histoire. Voilà, en gros, votre contribution et on en rediscutera justement juste après le case study en fait. Donc, c'est une histoire donc de transformation business digitale. Et en fait, on l'a transposé dans un contexte donc, de la FIFA. Donc, on va avoir des joueurs de foot sur le terrain et à côté du terrain, puis avec le patron de l'équipe également. On verra en fait entre l'ambition de départ et l'arrivée, l'écart en fait qu'on va pouvoir constater. Et ben, on est parti. Alors, on va commencer donc sur un petit aperçu de la vitesse à laquelle les choses n'arrêtent pas de bouger et elles bougent de plus en plus vite, tant du point de vue des business, des marchés, que des situations en fait impromptues et non prévues, typiquement le virus, qui a finalement permis ce genre d'événements en ligne, typiquement, où on a vu pousser pas mal d'événements en ligne. Et donc voilà, il y a quantité de business qui ont dû se réinventer ou qui devront se réinventer. Donc ça, c'est le côté business. Et en face, donc l'offre technologique. Et ça, c'est un élément d'étude que je vous inviterai à regarder à côté. Donc Martech qui publie de manière assez régulière des études qui ressemblent à celle-ci en fait. Donc ils font des infographies, donc qui forcément volontairement illisibles, hein, parce qu'en gros, là, c'était à horizon 2018. Et en fait, ils recensaient plus de 7000 solutions marketing au sens large. On voit bien qu'on a plusieurs domaines. Le social selling, on va retrouver en fait tous les modules de e-commerce, la gestion de contenu, la data, ou après tous les éléments en fait de marketing mobile en fait. Donc là, on était à plus de 7000 solutions et c'est quelque chose qui continue d'augmenter, donc une inflation assez hallucinante. Donc d'un côté, un business qui n'arrête pas d'être chahuté, qui se réinvente de manière continue, et de l'autre, une offre technologique donc, qui est pléthorique, concrètement. Si on prend le parallèle avec les outils collaboratifs, Vincent pourra partager son expérience plus en détail. Mais voilà, on voit pousser dans tous les sens des solutions de communication et de partage ou de collaboration à distance. Il y en a à peu près pour tous les goûts en fait.
Donc concrètement, dans ce paysage-là, technologique d'une part et business d'autre part, en constante évolution, piloter des projets, c'est surtout piloter des projets de tout type, en fait, de toutes sortes. Et là, pour moi, elle est vraiment là l'agilité, en fait. C'est la capacité à jongler entre, ou faire le grand écart parfois, entre des natures d'initiatives très différentes en fonction de la stabilité justement des requirements, comme tu en parlais tout à l'heure, Claude, ou leur volatilité, et puis le time to market, en fait. Est-ce que ce qu'on cherche à développer doit être livré assez rapidement, ou au contraire, en fait, on peut se donner 6 mois, 1 an, voire plus, en fait. Et donc, être capable de jongler entre ces grandes familles d'initiatives ou de projets, elle est là la vraie agilité, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire que des projets d'innovation, on ne peut pas faire que des éléments d'amélioration. C'est un peu tout un mix de tout ça. Et forcément, là-dessus, la data analysis est au cœur des sujets. On va rentrer sur le sujet qu'on va parler. Et vous aurez en fin de présentation donc, tout à la fois des sources d'informations, des ouvrages que moi j'ai pu utiliser en fait, concernant ce case study-là. Et si on a un peu de temps, je vous parlerai aussi de ce que je propose au-delà des case studies. Et voilà, ça sera quelques minutes sur la fin en fait. Donc la curiosité est tout sauf un vilain défaut. C'est ça que j'aime bien en fait moi. Donc là, on va être voilà, la valeur client par le CRM. Donc ça va être une histoire d'une entreprise qui fait du B2B2C. Et on verra en fait comment ça se compartimente. Parce que l'un des enjeux du case, ça va être sûrement sur comment les cloisons assez étanches en fait entre deux directions, notamment. Cette entreprise-là appartient à un groupe. Tous ces éléments-là vont avoir un rôle dans l'histoire que je vais vous raconter en fait. Donc l'entreprise est sous le contrôle d'un groupe. C'est un modèle d'affaires en fait B2B2C. Si jamais en fait c'est pas clair, donc B2B2C en fait c'est business to business. On fait en deux bandes. Il y a des relations business to business et une relation business to customer. Et en fait, on fait levier sur les partenaires pour apporter de la valeur aux clients. En fait. Le CRM, dont ça va être le sujet ici, et sur la direction commerciale. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, cette direction commerciale a apporté plus de valeur pour ses clients. Jusque-là, tout va bien aussi. Autour de la en fait. Donc, toutes les données dont elle dispose et la connaissance dont elle dispose sur ses clients, elle va chercher à la valoriser. À les valoriser, en fait, ces données-là, pour justement en tirer davantage et être capable de mieux cibler ses clients pour leur proposer plus de services ou des services plus adaptés, en fait. Et forcément, en utilisant tous les canaux disponibles. On va retrouver, en fait, un autre sponsor, le directeur digital et transformation, qui va avoir également, là aussi, un rôle à jouer dans l'histoire. Il y aura d'autres personnages, en fait, qui vont intervenir sur les différents actes, en fait, et je les présenterai à chaque fois. Donc le premier acte, en fait, je vais malheureusement. Pardon. Je vais devoir jongler malheureusement entre le mode présentateur et le mode normal, malheureusement. Donc, premier acte. Donc, il y aura 3 actes. Premier acte, vous aurez une vidéo, 30-45 secondes, et je vous inviterai donc, à vous projeter dans la scène. Et à formuler en fait dans la partie conversation les actions que vous arrêteriez, éviteriez, continueriez ou démarriez si vous étiez dans cette situation-là en fait. Premier acte, le cloisonnement, j'en parlais, entre la relation business to business, donc vis-à-vis des partenaires, et B2C, donc vis-à-vis des clients. Je trouve qu'ici en fait on est sur un triptyque. Où en fait on a un client qui veut se faire réparer, peu importe, un bien. Peu importe le type de bien, ce n'est pas trop le sujet. Donc voilà, Arnaud, en fait, moi je suis Arnaud et je vais me faire réparer quelque chose. Et donc je vais dans cette entreprise-là, en fait. Et du coup, la relation que moi je veux avoir avec l'entreprise, ça va être piloté par la direction marketing, en fait. La relation c'est la direction marketing. Moi, je suis assuré
Arnaud est assuré, je ne sais pas, admettons, chez Groupama, en fait. Et la relation que l'entreprise a avec les assureurs, donc Groupama, par exemple, ça, c'est la relation B2B qui est sous la responsabilité de la direction commerciale. Donc, commerce B2B, marketing B2C. Et la réparation à proprement parler, parce que moi, je vais me faire réparer quand même quelque chose, ça, c'est la direction des opérations. Et donc, là, on va avoir dans cette scène la direction commerciale, la direction marketing et la direction des opérations. La direction commerciale, en fait, son driver à elle, c'est ce que je fais, c'est important. Et forcément, ça sous-tend de manière implicite, non bien, mais implicite, c'est donc ce que font les autres, c'est moins important. Et il se trouve que la direction commerciale, par le passé, a souffert d'un manque de collaboration, en tout cas d'une approche plus transverse au sein de l'entreprise. La direction marketing, elle, ce qu'elle fait, c'est important. Ce qui sous-tend que ce que font les autres, c'est moins important. Et elle, en fait, ce dont elle souffre et ce dont elle a souffert et ce dont elle souffre encore, c'est la qualité des données. Donc, je vous rappelle, hein, c'est le cœur de l'ambition du CRM. Et en fait, les outils dont elle dispose aujourd'hui ne sont pas forcément à la mesure de ses ambitions. En fait. Le troisième, en fait, c'est la gestion des opérations. Et la gestion des opérations, son driver à elle, c'est ce que je fais moi, c'est important. Ce qui sous-tend que ce que font les autres, c'est moins important. Et elle, sa contrainte, en fait, c'est que tout est urgent, en fait. Elle n'a pas le temps. Donc, finalement, on a trois personnages. Chacun considère que ce qu'il fait, c'est important, et donc ce que font les autres, c'est moins important. Et en fait, par rapport à l'ambition d'un programme transverse, donc d'envergure, on a un acteur qui est plutôt dans l'urgence, un acteur qui a souffert en fait d'un manque de collaboration et donc d'un manque de transversalité, pardon, et un acteur qui a souffert de la qualité des données en fait, qui vont être pourtant au cœur de l'acte. Une vidéo, 30-45 secondes, c'est transposé dans foot et tibia. Et puis voilà, vous allez vous mettre à la place des personnages et qu'est-ce que, à leur place, je vous invite à les mettre dans la partie conversation. Donc, action, stop, avoid, continue ou start en fait. Et c'est parti, je vous mets la vidéo, je quitte le mode présentateur et c'est parti. Je vais revenir en mode présentateur. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses qui jouent. On retrouve les trois joueurs qui essaient de se mettre, qui partent, qui ont plein d'idées. Et en fait, on voit le chrono qui est en train de tourner. Forcément, en fait, là, l'image de la partie de foot, en fait, c'est qu'un match, ça se joue à un temps limité. On retrouve ça dans un projet, c'est qu'un projet, ça a surtout une fin. Et un projet qui livre, par exemple, ce qui était censé livrer après le gong, typiquement, en fait, on peut rater la fenêtre de tir ou le créneau. Et typiquement, ça veut dire, par exemple, pour un nouveau produit, moins de part de marché, où la concurrence sera déjà en place, en fait, par exemple. Là, donc, ils ont plein d'idées, ils formulent plein d'idées, mais concrètement, en fait, se mettre d'accord et jouer ensemble sur un terrain de foot, si on passe en fait à se pouiller le nez, on ne passe pas à jouer en fait. Et là, tout l'enjeu finalement pour arriver à parler, en fait, paradoxalement, c'est surtout écouter en fait et se faire entendre par les autres protagonistes pour justement être capable de s'aligner sur ce qu'on veut faire et sur un horizon de temps qui est compatible en fait. Donc là, l'enjeu concrètement. Donc, je vais repartir en mode. L'enjeu, en fait, c'est communiquer pour mieux communiquer. En fait, communiquer, ce n'est pas quelque chose qui est un bof. C'est communiquer. Je sais bien communiquer. En fait, c'est une pratique.
qui se pratique et qui continue à s'améliorer, comme n'importe quelle discipline en fait. C'est plus on l'a fait, mieux on la pratique en fait. L'enjeu là, c'est de pointer du doigt une stat. Plus de 40% des initiatives en fait qui vont chercher à faire en sorte que ces différentes cloisonnements en fait soient cassés pour arriver à construire une vision transverse. Donc ces initiatives-là, c'est des initiatives d'architectes d'entreprise. En fait là, donc qui cherchent à améliorer la communication. En fait, elles se heurtent elles-mêmes aux problèmes qu'elles cherchent à résoudre. En fait, c'est ça un peu le paradoxe. Donc c'est dans plus de 40% des cas en fait. Et c'est finalement un peu le paradoxe à casser, en fait, c'est que la communication, c'est surtout une pratique qui se développe et à tous les étages, en fait. Et c'est en diffusant et en incarnant, en fait, cet exemple de communication, donc du coup d'écoute. Hein, l'enjeu, c'est pas tant de pousser les idées, c'est surtout d'écouter les idées des autres et pour voir dans quelle mesure elles entrent en résonance avec nos propres idées, en fait. Le cas échéant, c'est parfois, en fait, c'est simplement une question de point de vue ou de perspective, en fait. Je disais il n'y a pas très longtemps l'exemple d'un dé. Si je montre une face en fait où il y a le chiffre 3 et si je pose la question qu'est-ce que vous voyez, si vous dites 3, je peux vous dire faux. Si vous dites un carré, je peux vous dire faux. Alors qu'en fait finalement ça n'est que 2 ou 3 perspectives de la même réalité en fait. Deuxième acte. Donc là de nouveau, alors je vais revenir de nouveau en mode présentateur. Juste pour bien comprendre, là, tout le monde a voté. Je n'ai pas forcément vu les messages dans le chat. J'ai pas vu non plus. En fait, là, je suis focalisé sur la partie présentation. D'accord. Moi, je viens de voter. Personne n'a voté à ma connaissance. Hein. Je ne vois rien sur le chat. D'accord. Bon. Moi, je viens de le faire. Oui, à part Claude qui vient de mettre avoid. Mais tu avoid quoi? Voilà. Ah, voilà. Parce qu'il me semblait qu'il y avait 4 actions. Du coup, je mets avoid. Donc, il faut qu'on complète. C'est non seulement une action, mais il faut dire quoi. D'accord. C'est quelle action en fait? C'est qu'est-ce qu'on éviterait? Qu'est-ce que vous feriez à la place en fait de ces personnages-là? En fait, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette scène-là en fait? Qu'est-ce que vous éviteriez? Qu'est-ce que vous arrêteriez? Qu'est-ce que vous renforceriez parce qu'ils ne le font pas assez? Et qu'est-ce que vous aimeriez parce qu'ils ne le font pas du tout en fait? Ok. Donc là, oui, on voit des start communication, ça paraît bien. Ouais. Donc là, un exemple typiquement, c'est commencer à écouter les autres en fait. C'est le truc typiquement qu'ils ne font pas. Oui. Voilà, du coup, merci Claude pour ce petit rappel de consignes. Donc voilà, je vous invite à mettre dans la partie conversation vos idées d'action en fait dans la mise en situation. Donc ça dure, voilà, vous avez 30-45 secondes pour noter vos actions et Vincent les capturera en fait. On peut en mettre plusieurs ou c'est limité à une par Non, il n'y a pas de limite. C'est no limite. S'il y a la limite du clavier. Voilà. D'accord. C'est la limite de la vitesse des doigts. Deuxième acte en fait, donc qui va faire progresser l'histoire dans une direction. On verra en fait si cette direction-là est bien celle de l'ambition de départ, de plus de valeur client. Là, on va avoir un élément qui va venir durcir un peu le ton, puisqu'en fait, ça s'appelle le cordon de la bourse. Donc voilà, on va commencer à parler argent. Là, on va voir arriver dans l'histoire un personnage que je vous avais mis en tout début, en présentation du cas. En fait, c'est le groupe. Le groupe, en fait, jusqu'à présent, il était assez loin de l'histoire de l'entreprise, en fait. Donc, en gros, l'entreprise avait plutôt une grande latitude sur ces différents choix d'investissement ou de lancement ou non, d'ailleurs, d'initiatives ou de projets ou de programmes, en fait. Et en fait, il se trouve que c'est la direction digitale et transformation, dans ce contexte, qui pilote et dispose du budget alloué à chacune des autres directions, en fait. Donc, c'est elle qui, finalement, a le cordon de la bourse, quelque part. Effectivement, il y a un certain nombre de budgets sur la question budgétaire, en fait. Dans cet acte-là, dans ce second acte, qui va faire progresser l'histoire, donc on voyait déjà que la partie de foot était un peu mal engagée quand même. Pour gagner la FIFA, si on n'arrive même pas à commencer le match, c'est pas tout de suite gagné. Là, on va voir le groupe qui va arriver en scène. Le groupe, lui, en fait, son objectif, c'est de maximiser le cash flow. En fait, il a l'ambition de revendre l'entreprise dans 5 ans. Revendre, en fait, l'équipe de foot.
lui, son driver à lui, au groupe, c'est que tout doit être prévisible, certain. Donc, en gros, si je prends le spectre entre incertitude au taquet, certitude au taquet, et ben lui, il est sur certitude au taquet. Il n'est pas au milieu, il n'est pas aux trois quarts, il est au taquet sur certitude. Le directeur digital et transformation, lui, il a un enjeu en fait de carrière. Donc, en fait, son driver, ça va être je fais des choses importantes pour moi. Si c'est utile pour les autres, tant mieux, mais ça doit surtout être utile pour moi, en fait. Et en fait, on va avoir le CIO, donc le DSI, le directeur informatique, qui lui est rattaché au directeur digital et transformation. Et en fait, lui, le CIO, il est plutôt en fin de carrière dans cette histoire-là. Et donc finalement, il reste il envisage de rester à son poste tout en s'amusant un petit peu, en fait, qu'il le peut. Et lui, son driver, en fait, il a aussi besoin de certitude. En gros, il veut éviter simplement les problèmes. En fait, il en a déjà eu dans le passé. Il a déjà eu sa carrière qui est derrière lui. Lui, en fait, il veut juste faire les trucs qui l'amuse et voilà, qui l'engage pas plus que ça. En fait. Donc, finalement, la contrainte là qui va se poser, c'est on a peu d'appétence à développer l'autonomie des collaborateurs. En gros, moi, je fais des trucs. Tant que ça m'amuse, tant mieux. Les collaborateurs, c'est pas trop pour moi, en fait. Donc, on a d'un côté un groupe qui, lui, a au-delà de l'ambition de l'équipe de foot de remporter la Coupe FIFA. De toute façon, lui, il cherche à rentabiliser dans 5 ans cette équipe. On a le directeur digital et transfo qui, lui, va surtout faire des choses importantes pour lui. Si c'est utile pour les autres, tant mieux. Sinon, ce n'est pas très grave. Et un CIO qui va être ni pour ni contre du moment en fait, que ça m'évite les problèmes. Donc, rebelote, je vais repasser en présentateur. Vidéo. Donc, la consigne, c'est bien dans le champ conversation, vous mettez, si vous étiez dans cette scène-là, qu'est-ce que toutes les actions que vous metteriez avoid, stop, continue, start. Excuse-moi de avoid, préciser, Arnaud. Je vais juste préciser par rapport aux informations qui nous sont communiquées. Si vous mettez les actions sans mettre ces catégories stop, avoid, continue, start que Arnaud mentionnait, je ne sais pas dans quelle catégorie vous voulez les mettre. Et si vous mettez stop ou avoid ou continue ou start, c'est un bon début. Mais j'aimerais bien avoir la suite si ça vous est possible. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Donc, typiquement, l'exemple tout à l'heure, c'était à démarrer, écouter les autres en fait. Donc, start, écouter les autres. Premier truc. J'ai continue, par exemple, affiner la vision ou start, essayer de comprendre les autres. Ça marche. Voilà. Merci. Le cordon de la bourse, vidéo. On est parti. Donc, vous allez avoir 30-45 secondes pour reformuler vos idées, actions à faire, éviter, renforcer ou démarrer. Et donc, pour quitter hop. Voilà. En fait, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a donc le premier acte il continue à se jouer. On voit bien les joueurs qui sont encore sur le terrain. Ils étaient en haut à droite. Là. Donc, on a 3 joueurs qui sont sur le terrain. On a un autre bout de l'histoire qui commence à se jouer en dehors du terrain, sur le côté du terrain, en fait. Et pourtant, avec des joueurs de l'équipe. Donc, là, il y a un premier point, en fait, c'est il y a un temps pour discuter, donc se préparer avant le match. Et si on discute pendant le match, typiquement, on n'est pas en train de jouer. Et le temps qu'on passe à jouer, on ne passe pas à préparer le match, en fait. Donc, il y a un temps pour discuter, préparer, et il y a un temps pour l'action. Et si on discute pendant l'action, en fait, ça vient en détriment de l'action. Et en fait, agir sans discuter, en fait, concrètement, on n'a pas le temps. Donc, on n'a pas forcément le temps de poser une vraie stratégie. Donc là, on voit bien qu'il y a cette dynamique-là, en fait, qui n'est pas encore bien calibrée. L'autre point qui est en train de se jouer, en fait, c'est qu'on a finalement 2 histoires dans la même, en fait. En termes de cohésion, de cohérence, on parlait de vision dans le premier acte, qui est un point très juste. Et voilà, ça commence par là, en fait. C'est fédérer autour d'un même projet, en fait.
C'est notre projet. Pardon. et en fait, là, typiquement, le fait qu'il y ait deux bouts d'équipe qui ne vivent pas le match de la même manière, on voit bien qu'il y a un petit écart là-dessus, en fait. Donc, on a évidemment ces trois personnages qui vont venir apporter une contrainte supplémentaire sur l'ambition de remporter la Coupe FIFA. Donc, déjà, il faut remporter le premier match. Concrètement, c'est réussir ce projet CRM pour apporter plus de valeur aux clients. En fait, là, le groupe, il est en train de forcer, d'accélérer une logique de retour sur investissement qui va privilégier malheureusement la certitude, parce que c'est quand même les drivers premiers en fait, qu'on a de nos personnages, et le court terme, malheureusement en fait. Et si en fait il n'y a pas un ROI, donc on va dire créer de la valeur rapidement, l'alternative en fait à ça, c'est donc là on va couper. Donc ça peut être couper une partie de l'équipe, ça peut être couper une partie en fait des revenus. Voilà. Donc du coup en fait cette logique là de rentabilité qui va privilégier la certitude va favoriser les décisions court terme et donc moins génératrices de valeur statistiquement, ou alors des logiques en fait de réduction de coûts. Et là, des coûts, ça ne génère pas de valeur en fait. Typiquement, en fait, une prestation qu'on paye 1 000 € par jour, en fait, si ça apporte rien, qu'on ait finalement obtenu un discount en fait et qu'elle coûte plus que 500 € par jour, ça ne rapporte toujours rien. C'est toujours de l'argent foutu par la fenêtre en fait. Là, donc ce qui est en train de se jouer malheureusement dans le drame, en fait, c'est cette vision court-termiste qui va privilégier en fait soit des réductions de coûts, soit en fait de la rentabilité court terme, risque d'aller à l'encontre en fait d'une ambition transverse, d'envergure, d'un programme CRM qui casse les cloisons pour développer plus de valeur pour les clients en fait. Je vais revenir sur mon présentateur. Hop. Donc là, ce focus sur les coûts technologiques, c'est un peu un mouvement partiel à la portée de l'homme. Pourquoi ? Alors, voyons ça comme deux podiums. On a le podium sur la gauche, qui est le podium des 3 problèmes les plus fréquemment cités par les personnes interrogées, qu'elles soient côté tech ou qu'elles soient côté business en fait. Et sur ce podium-là, on va trouver, alors pour être en fait sur la première, deuxième ou troisième place, peu importe, en tout cas, elle sera sur le podium. C'est quel est votre, à la question, quel est votre enjeu principal? L'augmentation des coûts tech et fait partie des 3 réponses les plus fréquemment citées, donc quasiment près de 40%, pour près de 40% des personnes interrogées. Et en face, donc à ma droite, un autre podium qui va être le podium des initiatives les plus fréquemment citées comme étant. On va trouver sur ce podium-là un type de réduction de coûts tech. Donc comment ça se fait qu'on a en face des coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter et on essaie constamment de les réduire en fait. Il y a un truc, on ne doit pas agir sur le bon endroit en fait. Donc voilà, pour moi, l'enjeu, et c'est bien ce pattern-là en fait, c'est d'agir au bon endroit et de se focaliser sur la création de valeur, parce qu'en fait, le focus sur les coûts n'apportera pas de valeur. Et une entreprise qui ne génère plus de valeur, en fait, c'est une entreprise qui n'est plus viable en fait. On va arriver sur notre 3e et dernier acte, donc c'est la conclusion de l'histoire. Cet acte-là, en fait, donc de nouveau, je vous invite donc, dans le champ de conversation à formuler en fait les actions que donc stop, avoid, continue ou part. 3e acte, conclusion. En fait, cette scène-là va être un peu particulière parce qu'elle va éclater un peu en mode Scooby-Doo, donc avec 3 fins possibles. Et vous allez me dire d'ailleurs laquelle vous semblera la plus probable en fait. Mais voilà, on va être plutôt sur une fin à la Scooby-Doo. Alors, je vais revenir sur le présentateur. Donc, qui va jouer un rôle dans ce 3e et dernier acte? On avait donc le projet CRM qui porte une ambition qu'on a vue au-delà du CRM, parce qu'en fait, elle met en jeu tout à la fois la direction digitale et transfo, tout à la fois la direction des opérations, tout à la fois la direction de marketing et bien évidemment la direction des ventes en fait. Donc, en gros, 4 directions juste pour ce projet-là, qui de toute façon nécessiterait de péter les cloisons en fait.
La donnée, la culture de la donnée, et c'est un sujet en fait qui est de plus en plus essentiel pour la plupart des business, c'est forcément quelque chose qui est transverse. La donnée, elle ne se pose pas la question de est-ce que j'appartiens à la direction des ventes ou à la direction marketing ou des opérations. La donnée, elle est créée, elle circule, elle est utilisée en fait. Et donc en fait là, on est sur au cœur d'un programme transverse donc multicanal ou multicanaux en fait, donc collaboratif. Et donc en fait, ces différentes directions devraient collaborer. Donc en gros, jouer ensemble sur le terrain en fait, et sur le terrain. Et se préparer ensemble avant le match en fait, donc avant le terrain en fait. Les protagonistes dans ce troisième et dernier acte, on va retrouver la direction commerciale avec son même driver et ses mêmes contraintes. Donc elle avait souffert par le passé d'un manque de collaboration qu'on retrouve là malheureusement. Et elle est toujours dans la même démarche en fait de ce que je fais moi c'est important. Donc un sentiment implicite qui va être véhiculé de ce que font les autres, c'est pas important en fait, ce qui finalement n'aide pas pour la collaboration. La direction digitale transfo qu'on va retrouver, hein, donc avec le même objectif. Ce que je fais, c'est que je le fais surtout en fait pour moi. Si c'est utile pour les autres, tant mieux. Si c'est moins utile pour les autres, c'est pas très grave en fait. Et le CIO qui est toujours dans la même posture, hein, ni pour ni contre, bien au contraire. Moi, du moment qu'en fait ça m'attire pas d'ennui et en gros voilà, qu'il n'y ait pas trop d'efforts, c'est parfait en fait. Donc du coup, pour engager une transfo avec d'un côté une direction commerciale en fait qui a souffert par le passé de manque de collaboration et qui sur un driver, ce que je fais moi c'est important, qui sous-tend ce que font les autres c'est pas important. Ça laisse pas le champ libre ou la place aux autres. La collaboration avec une direction digitale et transfo qui est dans une logique très centrée sur elle-même n'aide pas non plus à la collaboration et donc une vision transverse. Et s'appuyer sur un CIO qui, lui, en fait, est surtout, voilà, du moment que ça ne mobilise pas d'efforts, et les programmes d'envergure vont mobiliser des efforts, on voit bien qu'en fait, on n'est pas bien engagé, en fait. Donc, troisième et dernière vidéo, pareil, en fait, même consigne. Mettez-vous en situation. Et qu'est-ce que vous arrêteriez, qu'est-ce que vous éviteriez, qu'est-ce que vous renforceriez ou qu'est-ce que vous démarriez si vous étiez dans cette scène-là en fait. Donc troisième et dernière vidéo. Je vais revenir ici. Hop là. Donc en fait là il y a trois fins. Donc voilà, l'ambition, hein, donc le CRM valeur client. Donc comment transposer à on va gagner la coupe FIFA. Donc ce qui aurait dû se passer en fait, c'est on gagne la coupe FIFA, mais en vrai ça avec les crampons, les tibias et tout ça, hein, comme disait Claude au tout début. Donc ce qui demande des efforts forcément. Et puis du coup, si on gagne la coupe, en termes de pépettes, c'est plutôt pas mal en fait. Mais voilà, il y a les efforts. Et au niveau certitude, de gagner la coupe FIFA, ça se saurait si c'était facile en fait. Ce qui aurait pu se passer, c'est on gagne la coupe FIFA, mais sur la PlayStation. Bon, au niveau effort, on est plus confort tout de suite, hein, on est dans le salon. Par contre, voilà, en termes d'ambition, on n'est pas au taquet non plus. Et au niveau financier, on n'est pas au taquet non plus en fait. Et si on vend le club, là au niveau certitude, c'est facile, hein, c'est j'ai l'équipe, je la vends, voilà, je gagne du cash. Par contre, par rapport à l'ambition de gagner les matchs et gagner surtout la coupe, on n'y est plus en fait. Donc finalement, là, ce qui est en train de se jouer dans ce troisième et dernier acte, hein, c'est l'ambition de la direction commerciale qui était au début formulée. En fait, elle ne risque d'être au mieux que celle qui sera alignée avec les intérêts de la direction digitale et transfo et forcément avec le CIO également en fait. Et malheureusement, lui, le CIO, on voit bien dans cette posture-là, il risque de gêner, voire freiner
peut-être même stopper cette ambition donc qui est transverse et d'envergure en fait. Et donc finalement, on va se retrouver avec un business case du projet qui va qui va avoir un gros biais et qui risque finalement d'arriver sur une équation focalisée coût et donc réduction de coûts plutôt que la valeur effectivement générée, typiquement gagner la coupe FIFA en vrai avec short et crampon. Donc troisième stat et dernière stat d'ailleurs, je vais revenir d'ailleurs et comme ça j'arrêterai de naviguer entre là. Donc les B-case en fait, et il se trouve que ces évaluations de business case qui, on parlait de la business analysis, typiquement c'est un des éléments, en fait c'est une discipline de préparer des B-case pour, on va dire, documenter et étayer la prise de décision de lancer ou non une initiative ou un projet ou un programme. Et il se trouve que dans beaucoup de cas en tout cas, elle risque d'être faussée, soit involontairement, parce que voilà, c'est une hypothèse, donc il y a des hypothèses, et donc les hypothèses, ce n'est pas la réalité, c'est que les hypothèses finissent par être confrontées à la réalité, et ça suppose d'ajuster le business case en fait. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est parfois en fait les big cases sont aussi un petit peu tweakés pour forcer un peu la main à une prise de décision en fait. Il se trouve que ça amène à deux stats en fait. Donc il y a en moyenne, sur 100 projets lancés par l'entreprise dans une année, admettons, il va y avoir 20 de ces projets-là qui vont être arrêtés avant leur fin. Donc concrètement, un projet arrêté avant la fin, c'est un projet qui ne va pas créer de valeur, parce qu'il va être arrêté avant de pouvoir créer de la valeur. Donc par contre, on aura dépensé du pognon. C'est comme si, en termes de caricature, c'est comme si je vous filais un billet de 100 balles. Avant même de faire quoi que ce soit, vous savez que vous allez couper 20 balles en fait. Donc sur ces 20% de projets arrêtés avant leur fin, on va trouver deux sous-catégories. Un tiers des projets arrêtés avant la fin, c'est des projets pas importants pour l'entreprise. Le vrai truc, c'est pourquoi on les a lancés en fait. Et une autre stat, c'est un quart des projets qui sont arrêtés avant la fin sont des projets stratégiques, donc d'envergure et donc essentiels pour l'entreprise. Le vrai truc, c'est pourquoi on les arrête eux. Donc du coup, si on arrêtait de lancer des projets qu'il ne faut pas lancer, et si on arrêtait d'arrêter des projets qu'il ne faut pas arrêter, tout de suite, en termes de marge de manœuvre et d'économie et d'orientation d'investissement, on arriverait finalement à sécuriser des projets d'envergure, même dans des contextes en fait, de réduction budgétaire, en tout cas de cordon de la bourse qui pourrait se resserrer. Et voilà, les stats là-dessus, elles sont assez étonnantes. Et donc forcément, en fait, dans des contextes où on arrête les projets avant la fin, finalement, le projet n'a même pas eu le temps en fait, de se déployer, qu'en fait, on va l'arrêter. Donc, finalement, il ne va pas livrer comme promis. Et bien sûr, si on a un B-case qui s'est forgé en fait, sur des hypothèses et qui étaient valables à un instant T, avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là, et qu'on utilise cet argument-là 6 mois plus tard pour shooter un projet en disant non, en fait, il ne faut pas augmenter le budget. Oui, mais le budget, en fait, il était monté sur un B-case qui était monté sur des hypothèses valables il y a 6 mois, en fait. Et maintenant, on en sait plus. Donc, il faudrait donc réviser tous ces business cases, en fait. Donc, voilà, du coup, finalement, cette fin un petit peu à la Scooby-Doo qui est, voilà, il n'y a personne de mort, mais concrètement, on voit bien que c'est par rapport à l'ambition de débat, on n'y est pas. Je regarde juste le timing. Le case study est terminé. Il est 7h25. Je vous propose de prendre quelque chose comme 10 minutes pour aller au bout de la présentation très rapidement. Vous aurez ce support-là après coup. Et après, on basculera. J'afficherai moi la mind map avec les éléments que Vincent a pu capturer. Et voilà, on pourra les balayer. Et puis, si vous avez des questions, ça sera l'occasion de les reformuler directement à la volée. Et puis, avec plaisir pour y répondre. Pour aller plus loin, vous allez retrouver quelques liens en fait vers des articles que j'ai pu écrire qui également en fait s'appuient sur pas mal de sources d'informations. Donc voilà, ce sera l'occasion de creuser un peu tout ça. Je vous propose ici une collection de quelques articles clés et d'ouvrages et de bouquins que j'ai pu utiliser ici ou ailleurs dans ces case studies et dans d'autres dispositifs. Quelques liens web également, en fait, alors, typiquement sur la sinistralité des projets, malheureusement. Quelques mots donc sur la boîte de Pandore, et puis ça vous aurez quelques éléments sur moi, en fait,
un petit dossier sur moi. Vous pourrez me jeter des cailloux si vous voulez. Donc, en fait, tout le concept là, de case study et du jeu, parce qu'en fait, j'ai créé un jeu, la boîte de Pandore également, voilà, c'est d'essayer de prendre un peu de recul et de respirer un petit peu dans ce monde de brut. Donc, justement, à essayer d'expérimenter au travers de l'expérience des autres. Et ici, c'est l'occasion de vous mettre en situation d'expérimenter au travers de cette expérience-là qui est un petit peu malencontreuse. Tout l'enjeu de la boîte de Pandore, donc, c'est de développer 4 compétences clés qui se trouvent être finalement les 4 facteurs clés de créativité, d'innovation surtout. Pour info, ceux qui ont eu l'occasion de la parcourir, il y a Google qui avait publié il y a un peu moins d'1 an le fruit d'une étude interne en fait sur pourquoi il y a des équipes qui performent et des équipes qui performent moins en fait. Et donc avec pas mal de projets en interne, au-delà de ce qu'ils arrivent à sortir comme produit et parfois de la lisibilité de leur stratégie produit n'est pas évidente. En fait, donc ils ont identifié pas 1 milliard de facteurs clés, mais ils ont résumé en fait 2 éléments, l'autonomie et la collaboration en fait, qui sous-tend finalement les 4 compétences qu'on retrouve là en fait. Puisque la créativité va être justement tout à la fois le point de jonction entre l'autonomie et la collaboration. Et la communication, finalement, elle devient univoque et universelle pour une équipe à partir du moment où l'équipe est effectivement rassemblée autour d'un même projet, en fait, une même ambition. Sous réserve de s'écouter, bien évidemment, en fait. Là, en termes de stats, donc, alors selon la police, ce sont les manifestants, mais on est en moyenne entre 8 à 9 projets qui vont partir en dehors des clous. Les clous étant délai, budget ou scope, en fait. Et c'est souvent un joyeux mix des 3 où, en fait, finalement, on va livrer plus tard, plus cher, un truc qui ne couvre pas ce qui était demandé au début, à peu près. Il se trouve qu'en fait, cette stat-là, elle n'est pas nouvelle. C'est pas des problèmes. Tous ces problèmes-là, vous les connaissez. C'est des problèmes pas nouveaux, récurrents. Il se trouve qu'ils sont récurrents quels que soient les pays considérés, quelles que soient les années considérées, quels que soient les secteurs considérés, en fait. Donc, on les connaît tous. On sait tous que les projets partent au tas, en fait. Là, typiquement, c'est ce que je vous mettais. On a une gouvernance qui est souvent en place. Et malheureusement, en fait, cette gouvernance-là va décider de lancer des projets qu'elle va flinguer dans 20% des cas. Des projets donc, qui cherchent à créer de la valeur donc pour se démarquer de la concurrence et survivre dans ce monde de brut. Et donc, pour se démarquer de la concurrence et pour se rassurer, on va mettre en place la méthode standard du moment. Donc, c'est celle que les concurrents ont aussi. Donc, pour faire pas pareil que les autres, on fait pareil que les autres. C'est le paradoxe du truc. Et du coup, en fait, la boîte de Pandore, c'est justement essayer de faire différemment et d'explorer en fait d'autres chemins. Et l'une des options en fait que nous on essaie de pousser, c'est de sortir en fait de la partie je sais pour commencer à faire en fait au travers de mise en situation pour développer une pratique. Et pour développer une pratique, il faut commencer. Là, l'exemple en fait, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui fument chez vous, mais voilà, ça marque fumer-tu et savoir c'est pas ça qui fait arrêter, sinon ça se saurait. Et bon, l'Australie brûlait. Bon, alors maintenant, c'est un peu passé parce qu'on est plutôt sur le virus là. Mais quand l'Australie brûlait, en fait, on le savait. Et pourtant, en fait, c'est pas ça qui nous a fait bouger. En tout cas, beaucoup moins que Notre-Dame de Paris, par exemple. Donc, il y a une citation en fait d'Anthony Robbins que moi j'aime bien. C'est le côté un peu américain et les punchlines. Hein. Knowledge is not power, execution is. Donc, en fait, avoir des idées et savoir faire des trucs, c'est bien. Mais en fait, le vrai truc important, c'est ce qu'on fait. Savoir concrètement, ça n'a pas de réalité tant que c'est pas fait. Et donc, voilà, tout l'enjeu de la boîte de Pandore, ça va être de travailler justement sur la face cachée de l'iceberg, en fait, qui pèse pour plus de 85% de qui nous sommes en tant qu'être humain. Nous sommes bien évidemment des êtres rationnels pour une partie et des êtres irrationnels pour une autre partie. Et en fait, le fait de le reconnaître déjà, c'est le premier point de départ. Pour info, la petite anecdote, c'est que Alfred Hitchcock, à l'époque, quand il a écrivé ses pièces et ses films, il avait 2 scripts qui tournaient en parallèle pour s'adresser tout à la fois à notre part rationnelle et notre part irrationnelle. Et donc, il y avait le script vert et le script bleu, en fait. Et le vert, donc, parlait à notre part rationnelle et le bleu parlait à notre part irrationnelle, en fait. Et donc, tout l'enjeu de casser la récurrence de ces problèmes-là, c'est d'explorer, en fait, ces fameux symptômes ou leviers que je vais vous présenter après pour commencer à travailler et à développer des pratiques autour de ces 4 compétences-là. Autonomie, créativité, collaboration, communication. Donc, on va retrouver ces 13 leviers-là. Et vous en avez vu 3 au travers du case study que je vous ai montré juste avant, en fait.
Donc là, voilà, c'est une petite bafouille pour expliquer un peu comment je suis arrivé là, au travers des case studies et maintenant avec un jeu créé. Vous pourrez regarder ça après coup, hein. Donc, on fait de la démarche. C'est celle que j'ai commencé à vous présenter. Là, on a utilisé un case study, mais demain, ça pourrait être une session de jeu, donc le jeu de la boîte de Pandore, qui a un plateau, hein, et les joueurs jouent ensemble contre le jeu. Et en fait, le jeu va faire vivre aux joueurs l'un de ces 13 problèmes récurrents. Et en fait, puisqu'on le vit, concrètement, on est directement en immersion. Et quand on vit, en fait, c'est ça qui fait générer des idées, en fait, des éléments à arrêter, à éviter, à renforcer ou à continuer. Et donc voilà, c'est bien la démarche, hein, je prends conscience. Donc du coup, passer de puiser dans les 85% de la face cachée de l'iceberg pour arriver à sortir des éléments qui vont contribuer à flinguer en fait la récurrence des problèmes. Développement de compétences et j'intègre le changement. Et là, vous retrouverez en fait quelques exemples de stats, donc d'autres stats que vous avez pu voir. Et voilà, en gros, un case study typiquement qu'on a pu faire jouer et desquels on a sorti quelques idées ou actions clés en fait. Et voilà, sur la presse, vous allez retrouver en fait quelques visuels du jeu. Et donc, avec des exemples aussi de ça donne quoi quand on le joue en vrai. Donc, en vrai, il y a un poster, il y a 3 posters. Et en fait, plutôt que de construire la map, en fait, ça va être un coup de post-it où on va commencer à poser en fait les post-it sur les différents posters. Et en fait, on va faire bouger les post-it au fur et à mesure des 3 posters. Et puis voilà. Du coup, moi, je vais reprendre la map, Vincent, si ça te va. Oui, bien sûr. Et puis, on va commencer à regarder ça. Et puis, je sais pas, on se donne… après, je ne sais pas comment, Claude, comment on envisage pour les questions-réponses. Est-ce que les gens peuvent… On va peut-être autoriser les gens à formuler leurs questions en vrai. Comme ça, on va pouvoir parler en vrai. Oui, je pense que qui veut intervenir, soit vous appuyez sur la barre d'espace, ou soit vous avez un petit muet sur votre image et puis posez les questions directement. Je pense qu'il y a aucun problème. Ouais. Ok. Et alors du coup, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Au revoir, Claude. Au revoir, désolé. Voilà, j'étais dans 2 séances, donc je quitte l'autre séance. Donc, j'ai rafraîchi. Donc, voilà, parfait. Tout le monde voit mon écran là avec la map? Claude, Vincent, oui. C'est bon? Oui, parfait. Oui. Ce que Vincent a fait, hein, c'est… Donc, merci à tous pour vos idées, actions, contributions. Donc, on a pris en fait… dans cette map-là, en fait, on a repris donc les éléments du case. Et en fait, Vincent, lui, il a pris… C'est pour ça qu'il a insisté sur… la catégorisation des idées ou de vos actions, donc en face de chacun des actes en fait. Donc on va retrouver les actes que vous avez vus avec les éléments clés de communication pour le premier acte, et donc voilà les fameuses actions, donc des éléments à éviter, à arrêter, à démarrer ou à renforcer en fait. En gros, c'est une petite grille de lecture. Vous allez retrouver hein, pourquoi en fait c'est finalement 2 axes: le bénéfice négatif ou positif et l'impact a priori modéré ou élevé. Et donc, forcément, en fait, en croisant ces 2-là, on va retrouver des actions qui vont plutôt avoir des éléments à démarrer, à renforcer pour les éléments positifs ou à éviter, à arrêter pour les éléments négatifs, en fait. Tout l'enjeu de la démarche, ça, je pourrais le faire à coup. En fait, c'est qu'on est passé au travers de chacun des 3 actes. Donc, vous avez capturé, en fait, pas mal d'idées ou d'actions. Donc, des actions à arrêter, à éviter, à renforcer, à démarrer. Et en fait, dans la démarche, la suite, en fait, ici, ça va être de réutiliser ces actions-là pour les classer, en fait, sur quelles sont les actions générées ou idées générées qui vont contribuer à développer l'autonomie. L'autonomie étant, en fait, définie comme étant je suis autonome parce que voilà ce que je sais faire. Et je suis OK avec ça. Et voilà ce que je ne sais pas faire. Et je suis aussi OK avec ça, en fait. Donc, c'est tout ce côté explicite, en fait. Donc, ça, et vis-à-vis de soi. Donc, on est bien en train de travailler sur soi. Ça permet de sécuriser, en fait. Parce que du coup, il n'y a plus de danger, il n'y a pas de mammouth. Hein, à partir du moment où il y a des choses que je sais faire, des choses que je ne sais pas faire. Ce n'est pas grave. C'est tout ce que je peux faire, il peut être mis en contribution. Et ce que je ne sais pas faire, en fait, je peux aider sous réserve d'être formé, accompagné ou qu'on me montre comment faire. Et puis voilà, en fait. Ce premier niveau-là, en fait, c'est
la base. C'est comme une fusée à 4 étages. Si le premier niveau il n'est pas solide, la fusée ne va pas bien décoller en fait. Même si on s'appelle Elon Musk et qu'on envoie en fait des SpaceX dans l'espace en fait. Donc le premier niveau étant solide, le deuxième niveau peut commencer à se construire. Et là, on commence à être moi avec les autres en fait. C'est-à-dire que du coup, c'est ce que j'appelle la créativité. C'est là où finalement, si je me vois comme une pièce de puzzle avec un contour, donc une pièce qui sait faire des trucs, une pièce qui ne sait pas faire des trucs, et ben là, je vais commencer à pouvoir me projeter sur, ben voilà, moi en tant que pièce de puzzle, je peux compléter le puzzle de telle autre série de personnes. Et inversement, en fait, une équipe peut voir chez moi une pièce du puzzle qu'elle essaie de constituer en fait. Donc ça, c'est je comprends comment je peux contribuer à résoudre de nouveaux problèmes et je comprends comment les autres peuvent contribuer à résoudre les problèmes que j'ai en fait. Donc ça, c'est bien la point de jonction entre moi et les autres en fait qu'on retrouve sur la droite. Et le troisième niveau, ça n'est que là qu'on commence à avoir une vraie logique de collaboration et ça n'est que là qu'on commence à travailler plus vite et à jouer ensemble sur le terrain d'ailleurs. Ça n'est que là en fait où le fait d'être à plusieurs a de la vraie valeur en fait. C'est quand moi je me rends disponible pour les autres pour résoudre leurs problèmes et inversement quand les autres se rendent disponibles pour moi pour résoudre mes problèmes en fait. Et c'est là où moi et les autres ça commence à bien fonctionner en fait et donc mieux et plus vite. À partir du moment où ces 3 étages de la fusée sont consolidés, et ben là en fait à un niveau plus global, donc dans un corp ou business en fait ou organisationnel, ben en fait, ça devient plus clair. Parce que finalement, l'équipe, elle commence à parler réellement d'une seule voix. Il n'y a plus lieu de « moi, je parle en mon nom et pas en nom de l'équipe, en fait. » Puisqu'en fait, finalement, je représente l'équipe tout autant que l'équipe me représente moi. Et du coup, là, ça n'a plus de sens de chercher à parler au-dessus de la mêlée, puisqu'en fait, à partir du moment où l'équipe parle, elle parlera de toute façon également de moi. Et inversement, si je parle de l'équipe, je parle également de moi, parce que je fais partie de l'équipe, en fait. Et donc, c'est ces 4 compétences clés qu'on cherche à travailler, à développer au travers de mise en situation. Et typiquement, les case studies, c'est un exemple. Le jeu, c'en est un autre. Et pour information, d'ailleurs, les case studies peuvent être joués en vrai, hein, donc pas en online, mais en vrai. Et je suis en train de travailler. Donc j'ai 3 propositions aujourd'hui. Donc, une équipe canadienne, une équipe en Ardèche. Je n'ai pas de Suisse pour l'instant qui m'ont fait une réponse pour transposer le jeu en version online, en fait. Du coup, ce qu'on pourrait faire après vous, c'est donc de classer, de reprendre toutes ces idées-là que vous avez parcourues sur ces 4 compétences créativité, collaboration, communication. Donc, on va essayer de faire assez vite. Hein. On va se focaliser sur les actions positives, donc à renforcer ou à commencer en fait. Donc, typiquement, tout ce qui est affiner la vision, moi j'aurais tendance à dire en fait ça va faciliter la communication. On va chercher sur la communication. La priorisation des actions, j'aurais tendance également à le mettre en fait sur la partie communication. On est moins sur les éléments en fait d'individus. Démarrer à parler, effectivement communiquer, s'exprimer. On est en plein sur des éléments en fait qui commencent déjà à que je le fasse. Essayer de comprendre les autres, ce qui suppose aussi l'écouter. Ça commence par soi. On ne change pas les autres. Ça commence par moi. Définir ce que chacun veut. Excuse-moi, Stéphane. Est-ce que tu peux agrandir le zoom? Ah, pardon. Voilà, merci, super. Définir ce que chacun veut. Alors, je suis… Il faudrait la reformuler pour qu'on puisse l'utiliser. Concrètement, moi, je ne peux pas définir ce que Vincent, par exemple. Parce que je ne suis pas Vincent et je ne suis pas dans sa tête. Et heureusement, parce que sinon, ça serait le bordel, en fait. En revanche, si c'était effectivement s'assurer d'avoir capturé ce que chacun souhaite, dans ce sens-là, là, je suis d'accord, en fait. Et c'est là où je peux commencer à comprendre comment je peux contribuer à ce que l'autre veut et inversement, comment l'autre peut m'aider à contribuer à ce que je souhaite. Donc, il y a toute cette formulation également. Atelier de travail d'un facilitateur. Là, effectivement, on va sur les éléments en fait, de collaboration, de bosser ensemble. La discussion entre les équipes. On va rejoindre le point sur la communication.
je vais le mettre ici. Créativité en équipe. Hop là. C'est la pierre au-dessus de comprendre ce que chacun veut. C'est pareil déjà en équipe. Ici, deuxième acte, en fait, partager les objectifs. Bah, effectivement, il vaut mieux le rendre explicite pour rejoindre l'idée d'affiner la vie. Accorder le violon. J'aime bien l'approche musicale. Ça sera toute une logique de compromis, de comprendre ce que les uns veulent, ce que je peux leur apporter réciproquement. Vous voyez bien, il n'y a pas de, c'est pas un élément mécanique ou mathématique. Hein. C'est pour ça que Vincent a insisté aussi sur la formulation des éléments. Et c'est tout ça en fait mériterait des discussions à parler. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en session. C'est souvent sur les sessions en jeu, c'est sur le format de 4 à 8 personnes en fait. Donc ce qu'on ne pourra pas faire là forcément. Coordonnées. Là, on va travailler sur la collaboration pour essayer d'aller plus vite. Typiquement, sur un match de foot, il vaut mieux. Et puis, effectivement, il y a un temps, il faut arrêter de parler. Il faut faire des trucs, en fait. Hop là. Et ça commence par soi. C'est je fais des trucs. Et j'arrête à un moment donné de parler. Accompagnement de la conduite du changement. Là aussi, il faudrait qu'on le reformule, en fait, parce que, pour le coup, le changement, en fait, c'est une nouvelle pratique, en fait. C'est une nouvelle habitude qu'on essaie de développer. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple de… Bon, là, on est bientôt tous à la plage, là. Et si je veux avoir un corps de rêve, bon, bah, c'est pas je me lève le matin, hop là, je fais une pompe, je me relève, c'est bon, je suis musclé. Ça marche pas comme ça, en fait. Je ne fais pas une pompe égale musclé, en fait. C'est parce que je fais du sport tous les jours, tout le temps, tous les jours, mais en fait, que là, l'habitude va se créer, va se développer, va se renforcer d'elle-même. Et c'est ce truc-là, en fait, qui est au cœur du changement. Le changement, ce n'est pas un on-off, c'est justement une dynamique, une discipline et de la cohérence et de la consistance dans le temps, en fait. Et la dernière étape, en fait, ça va être qu'on ne va pas forcément partir là, on va rentrer directement sur vos questions à la volée, mais ça sera de reprendre, en fait, ces différentes actions-là et de les mettre… qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est-à-dire dès demain, vous repartez à la maison et dans vos environnements de travail respectifs et vous appliquez. Qu'est-ce qui nécessite plus de temps à être mis en action. Et à partir de là, voilà, vous allez avoir 4 cadrans. Je vais juste vous montrer le cadran ici, en fait. Donc, court terme, moyen terme, donc on est en maturité, et tout ce qui va a priori avoir un gros impact ou un impact plus modéré, en fait. Et là, vous allez avoir 4 cadrans. La cible principale, donc tout ce qui est, je peux faire dès demain, et ça va avoir un gros impact a priori en termes d'action. Donc les quick wins, qu'est-ce qui va être rapidement, on peut rapidement mettre en œuvre, donc en gros dès demain, mais qui a priori va avoir un impact plus modéré. La cible idéale, ça va être justement au-delà de ce que je peux faire tout de suite. Qu'est-ce qui va avoir un gros impact, mais qui va nécessiter plus de temps de mise en œuvre. Et la cerise sur le gâteau, là, ça va être tous les éléments qui vont être, qui vont parachever en fait cet exercice de changement en fait, pour que l'habitude finalement finisse par définitivement totalement s'ancrer. Voilà, on passe aux questions-réponses. S'il y en a d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de questions, j'ai arrêté de partager l'écran. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je vais activer le son, je vais activer la vidéo. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer directement, oralement? Sinon, on va passer aux questions qui ont été posées. Il y en a qu'une en fait, mais moi j'en ai en réserve si jamais. Qui a envie de poser des questions? Oui. Moi, Daniel. Claude. Daniel Lefebvre, ouais. Volontiers. C'est intéressant cette méthode. Je voulais savoir si cette méthode avait été implantée dans une entreprise de plus de 100 personnes. Et si oui, combien ça prend de temps et comment ça se passe en termes de budget et de coût, puisque je parlais budget, ça veut dire quoi en termes d'investissement pour l'entreprise et surtout, alors, quel est son retour à l'investissement? Comment vous l'avez mesuré? Voilà, c'est… Ouais. Alors, du coup, ça fait plein de questions parce que du coup, c'est… Oui, oui. Non, pas dans un contexte d'une PME ou d'une ETI de taille intermédiaire, pas encore. Moi, pour info, parce que si ça vous intéresse,
fait, j'ai rejoint un accélérateur de start-up en mai là. Donc c'est tout récent pour justement essayer de booster en fait cette activité-là. Et donc voilà, on va essayer de faire le levier là-dessus. Donc pour l'instant, non, pas encore en fait d'entreprise d'une centaine de personnes ou plus. Retour sur investissement. Excellente question. En fait, c'est aussi simple que je prends 10 projets. C'est ce que je fais. J'ai fait le cas en fait sur plusieurs contextes d'entreprises chez qui on a pu tester le modèle en fait. Je prends juste 10 projets et je pose la question en fait sur ces 10 projets-là, dites-moi en fait les problèmes que les chefs de projet par exemple, les équipes ont rencontrés en fait. Et si je peux sortir un problème récurrent, ça veut dire que il n'est pas spécifique à un projet, il n'est pas spécifique à l'équipe, il n'est pas spécifique à l'année, il est systémique. Et il est propre donc à l'entreprise. Ça veut dire que concrètement, demain, tout projet qui se lance va se cogner ce problème-là en fait. Et c'est-à-dire que surtout, tous les projets qui ont été lancés dans le passé ont payé quelque part le coût de la résolution de ce projet-là en fait. Le ROI, il est juste là en fait. Je sais pas, on fait juste un petit problème à la con qui nécessite la mobilisation d'une équipe à un temps cumulé pendant une journée. On fait le calcul en fait à la valorisation à la journée de, admettons 5 consultants à 1000 balles la journée. Ça fait 5000 balles fois 10 projets, 5000 balles. En gros, juste si je suis capable de projeter ça sur 10 projets, ça fait 50 000. Et si je fais ça sur les 10 années passées, eh ben, ça fait un demi-million. Et c'est ça en fait, hein, c'est des problèmes, les 13 EV que je vous ai montrés, c'est des problèmes récurrents, quel que soit le pays, l'année considérée ou l'industrie considérée en fait. Et statistiquement, pour l'instant, à chaque fois que j'ai fait le test, donc là on commence à avoir une quinzaine de tests, c'est en moyenne 2 à 3 problèmes récurrents en fait par contexte. Voilà. Très bien. Ça rejoint là. Est-ce que ces leviers et compétences ne s'appliquent qu'à des projets de transformation digitale? Non, tu viens de le dire. C'est une bonne question. En fait, là où, en fait, en gros, plus c'est gros, plus ça plante. En fait, les stats, hein, quand je vous montrais les stats des projets qui se vautrent, en fait, plus l'entreprise est grosse et plus les projets sont gros, en fait, quand c'est plus modéré ou plus modeste en taille, on est à environ 10 à 15% seulement de projets qui réussissent. Et si c'est plus gros, avec des projets de plus grosse envergure, on descend en dessous des 8%. Donc en fait, plus c'est gros, plus ça se vautre. En fait. Ça fait du sens plutôt par rapport à la grandeur du projet, mais pas par le fait que ce soit un projet de transformation digitale. Ça pourrait être un projet de réorganisation quelconque. Exact. En fait, mais l'axe transfo, business ou digital, en fait, ça va être les projets de transformation. C'est forcément des projets d'envergure, transverse, d'ampleur, et qui vont embarquer en fait beaucoup de monde et donc des budgets en fait. Et c'est pour ça en fait qu'il y a cet axe-là en fait. Hein. Mais McKinsey a publié une étude il n'y a pas très longtemps sur l'axe en fait transformation business ou digital. On est à 70% de fail. Mais effectivement, c'est une remarque très juste. On est les projets, c'est plus large que ça en fait. C'est pour ça que le spectre des projets est plus large que les transformations business et digital en fait. Et une autre question. La démarche peut conduire à stopper un projet. Voilà. Oui, non, en fait, le sujet il va moins être là-dessus en fait. L'enjeu, c'est en vivant l'un des 13 problèmes récurrents, c'est surtout de travailler sur les postures des gens en fait. Donc, c'est de travailler déjà sur soi, et donc moi avec les autres, et moi avec les autres et corp en fait. Et là-dessus, peut-être que justement, ça va amener à flinguer des projets, pas tant pour les flinguer, mais surtout en fait s'assurer que les projets qu'il faut vraiment sécuriser, parce que ce sont eux qui vont être vraiment générateurs de valeur. Donc, c'est se refocaliser sur la valeur. C'est cette posture-là, en fait, qui va émerger. Mais l'ambition n'est pas tant de flinguer un projet ou un autre, c'est surtout de s'entraîner sur ses propres postures, en fait. Et finalement, prendre conscience des quelques postures parfois dont on n'a pas conscience. Je prends un exemple, en fait. Au travers du jeu, donc les joueurs, hein, ils jouent ensemble contre le jeu. En fait, le jeu, il y a un compteur, 12 mois, une année, en fait. Les joueurs démarrent ensemble avec un budget et vont devoir essayer de réaliser des projets pour créer de la valeur. Et en fait, typiquement, il y a la dernière partie qu'on avait fait jouer,
il y a un moment donné, en fait, Didier, l'un des joueurs, il voulait absolument en fait ouvrir de nouveaux projets. Pourquoi? En fait, les joueurs avaient en main des cartes, donc des cartes compétences qu'ils doivent compléter pour arriver à livrer des projets. Et en fait, ils avaient en main des compétences qu'ils ne pouvaient pas jouer sur les projets qui étaient lancés. Et donc, du coup, ils étaient un peu coincés, en fait. Donc, concrètement, c'est la situation d'une entreprise qui a une équipe avec des compétences et des projets qu'elle souhaite lancer sur lesquels elle n'a pas les bonnes compétences. Et là, il y a deux options. C'est soit, en fait, finalement, je vire tout le monde et je recrute que les gens qui ont les compétences dont j'ai besoin pour les projets que je veux lancer. Là, ça s'appelle un plan massif. Ou un plan de formation massive. Mais c'est une stratégie donc, de RH et de formation avant tout. Ou inversement, je laisse ces projets-là qui, pour l'instant, je ne peux pas faire. Mais à contrario, j'emploie en fait les gens qui ont les compétences que j'ai en ce moment-là pour livrer des projets qui vont générer de la valeur. Et la valeur créée, je vais pouvoir l'utiliser pour réinvestir, soit dans du recrutement, soit de la formation, pour justement livrer des projets que je ne peux pas faire en ce moment parce que je n'ai pas les bonnes compétences en fait. Donc voilà, en fait, en ce sens, c'est finalement peut-être des issues très différentes de flinguer les projets. Peut-être ce serait d'en lancer de nouveau en fait. Le bon timing. J'ai envie de dire, en gros, l'enjeu, c'est vous êtes soit sponsor ou top manager en fait qui est sur le point d'embarquer sur un gros projet ou qui vient juste de le lancer et où vous êtes membre contributeur d'une équipe en constitution ou déjà constituée et vous en avez marre en fait de voir les mêmes problèmes qui se pointent encore et toujours. Ben voilà, c'est à ce moment-là en fait. C'est pas pour gérer des risques parce qu'en fait là c'est des problèmes vu qu'ils sont récurrents, c'est déjà un problème. Le fait de travailler déjà maintenant, ça devrait être déjà le cas. Vous devrez déjà être en train de bosser dessus en fait. Donc le bon timing, le timing idéal c'est ça en fait. C'est sur le point de lancer un gros projet et sur lequel on n'a pas envie de se prendre les pieds dans le tapis sur les problèmes systémiques en fait ou récurrents. Alors il y avait une autre question, je crois juste avant. Je sais pas si on peut balayer, mais Balayer. Est-ce que les autres case studies, même conclusion? Oui, est-ce que les autres case studies proposés aboutissent aux mêmes conclusions? En fait, tu en as plusieurs, hein, tu en as Ah oui, 4 ou c'est ça, 5. c'est là pour le coup. Alors, est-ce que les case studies arrivent aux mêmes conclusions? Oui, non, capitaine. En fait, oui, on arrive aux mêmes conclusions. Ça, du coup, on continue à faire n'importe quoi. En fait, le vrai truc, c'est on est tous des gens intelligents, à peu près cérébralement équipés, formés, éduqués. Et on ne se lève pas le matin en disant, en tout cas, je ne le fais pas, moi, je ne crois pas que vous le fassiez non plus. On ne se lève pas le matin en disant, tiens, j'ai bien envie de faire de la merde aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, comment ça se fait que les gens éduqués, intelligents, qui n'ont pas envie de faire de la merde, et ben, dès qu'on les met ensemble, et ben, on risque pourtant de partir au tas. Et on voit bien, en fait, que c'est la dynamique et les drivers des uns et des autres, le monde d'écoute, la peur, en fait, d'expliquer, d'exposer explicitement ce qu'on veut, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est cette dynamique-là, en fait, qui amène à des échecs, en fait. Donc oui, les autres case studies arrivent toujours au tas. On est en train de parler d'histoires qui partent en cacahuète quand même. Alors c'est la tragédie grecque sans mort, hein. Concrètement, c'est ça. Qu'est-ce qui diffère avec ce case study CRM? En fait, les projets vont partir au tas, mais pas pour les mêmes raisons, parce que ce n'est pas les mêmes personnes et ce n'est pas les mêmes drivers qui vont être mis en jeu. Mais concrètement, on va retrouver 3 problèmes récurrents qui vont impacter le case study en proprement parler, en fait. Donc, ça sera toujours dans le même modèle des 13 problèmes récurrents. Mais là, ça sera sur les autres case studies, on en illustre en fait d'autres. Voilà. Peut-être celui-là. Quel exemple tu parles Alors, il y a 14 leviers ici, mais il y en a 13. Ouais. Il y en a 13. Ouais. En fait, vous l'aurez dans la presse, hein, de toute façon. En fait, c'est 13, pas 14. 13, et j'aime bien en plus, c'est un truc qui porte malheur ou bonheur, ça dépend comment on va regarder le truc. Un exemple, en fait, c'est typiquement dans 20% des cas de lancer un projet. Alors, je parlais, le moment idéal pour embarquer sur la boîte de Pandore, c'est on va lancer un gros projet. Et bien, en fait, dans 20% des cas de lancer un projet, il n'y a absolument rien qui acte ni prépare le lancement d'un projet. Donc, concrètement, ça, c'est juste acter et préparer la fin programmée d'un projet. Et c'est dans 20% des cas. Une autre stat, typiquement, qui est assez rigolote, c'est dans plus de 60% des cas, on fait je vais chez le Castorama des bonnes pratiques de gestion de projet. J'achète en fait le râteau qui va bien, c'est-à-dire en fait la méthode truc-muche, et je l'applique. Donc, c'est aussi utile que d'essayer de dérouler une recette de manière bête et méchante, rigoureuse, mais sans se préoccuper du contexte ou des ingrédients. Donc,
Donc voilà, c'est 2 stades parmi. Vous allez retrouver les 3 autres qu'on a vus dans le case. Hein. Mais voilà, c'est 2 autres en plus des. Ces leviers, en fait, tu les as tirés d'études générales. Comment tu les as trouvés? Alors déjà, parce que je suis super intelligent quand même, faut pas oublier ça. Hein. Ok. Non, plus sérieusement, en fait, c'est tout un parcours que j'essaie de résumer en 5 étapes dans la presse. En fait, moi, j'ai vécu, alors maintenant j'en suis à quasiment une trentaine de clients. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai vérifié de manière empirique. Mais c'est un modèle en fait que j'ai sorti en fait de 2 trucs en parallèle. Donc, j'ai fait une thèse d'un côté sur le conseil en management. Donc, en gros, les consultants en management, normalement, ce sont les acteurs en première ligne de la transformation et du changement en fait. Donc, j'ai fait une thèse là-dessus. Et en parallèle, j'ai embarqué 2 autres personnes sur une étude qui a duré à peu près 1 an et demi, où on a embarqué plein de données sur pourquoi les projets se ramassent en fait. Et l'idée, c'était de sortir pourquoi, putain, en fait, à chaque fois, on fait n'importe quoi. Donc, on a sorti en fait ces 13 symptômes problèmes. Et en fait, de ça, en fait, j'ai itéré, je me suis pris des claques, et puis j'essaie de mûrir le truc. Et puis, on est arrivé au case study quand j'ai créé la boîte, là, ma boîte, donc la boîte de Pandore en 2018. Et puis de ça, en fait, j'ai transposé ça dans un jeu, donc une vraie boîte de jeu. Vincent l'a vu d'ailleurs. Et puis, en fait, c'est une boîte de jeu qui permet de jouer, de faire vivre en fait les 13 leviers. Donc, du coup, c'est 13 jeux en un finalement. Donc voilà. Est-ce que les crampons et protège tibia sont requis pour assister à la Oui, on en avait parlé. Est-ce que quelqu'un a les crampons et protège tibia? Je ne pense pas. Mais qu'il se manifeste, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres services qui permettent d'approfondir ce thème? On a parlé un peu, mais… Ouais, aujourd'hui, alors je crois que c'est Benalek qui a posé la question. En fait, là, donc, combien ça coûte? Du coup, j'ai affiné la value proposition de la boîte de Pandore. Je l'ai publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, si vous inscrivez à la page Pandora Box, vous allez retrouver. Et voilà, j'ai posté le doc. Donc, c'est en gros, il y a 2 modèles. Un modèle en abonnement et un modèle plutôt en format séminaire. C'est des sessions de 2 heures dans les locaux pour 4 à 8 participants et pour leur faire vivre en fait l'un des leviers et donc pour craquer la récurrence de ce levier-là en fait. Et du coup, voilà, c'est en gros des séries. Ce qu'on essaie de proposer en fait, c'est des séries de sessions de 2 heures comme ça. Et en fait, là, il y a 3 formats progressifs qui sont toujours vers le même objectif de travailler ces 4 compétences clés: autonomie, créativité, collaboration, communication. Et est-ce que tu proposes des services où, par exemple, il y a un projet qui a démarré et tu fais une espèce d'audit de projet en fonction de tes leviers, de ton modèle, en fait, avec des recommandations, du consulting de base Alors, en fait, justement, là, du coup, c'est un truc qui se nourrit du consulting, mais sera moins du consulting. Un exemple concret, donc là, avec une boutique que je connais qui est basée à Lyon. En fait, un de leurs clients, donc c'est une boîte industrielle qui est basée dans l'Ain, et cette boîte-là a racheté 2 autres entreprises. En fait, une en Normandie, une, je crois, dans les Ardennes ou un truc comme ça, je crois. Bref. Et donc, en fait, ils sont en train de se lancer dans un énorme chantier d'intégration post-acquisition. Donc, en fait, la boutique de consulting, elle, va accompagner et va faire du consulting sur programme, transfo, cadrage. Et en fait, la boîte de Pandore, ça va venir compléter le dispositif. Pour faire quoi? En fait, commencer à déjà mettre les membres du conseil d'administration autour de la table pour leur faire jouer en fait au jeu de la boîte de Pandore. Pour faire quoi? Pour leur faire prendre conscience en fait des problèmes qu'ils ont eu dans le passé et donc qu'ils voudraient mieux éviter s'ils veulent que cette intégration post-acquisition se passe bien en fait. Et ça passe par les postures forcément des futurs sponsors des projets qu'ils vont lancer en fait. Donc voilà, en gros comment ça peut se dérouler. Donc c'est moins un audit. C'est dites-moi où vous avez déjà eu mal par le passé, comme chez un ostéopathe, hein, et puis du coup, on va vous faire vivre ces situations-là. Et puis en fait, si vous les vivez, vous allez commencer à développer des nouvelles postures qui devraient vous éviter de revivre ce problème-là dans le futur. Parce qu'une fois que j'ai travaillé sur une de mes compétences, ça suffit à changer ma posture sur le long terme. Alors, non, parce qu'en fait, c'est ça le truc, en fait, c'est arrêter le mode statique pour rentrer dans une logique dynamique. En fait, ça ne s'arrête jamais. En fait, une habitude, les joueurs de NBA, en fait,
Il y a plein de tests qui le montrent. Pourquoi on voit les gars qui font des paniers? Ce n'est pas qu'ils n'y arrivent pas. C'est qu'en fait, concrètement, le cerveau, tel qu'il fonctionne, il y a des neurones et ils sont connectés, normalement, si on ne boit pas trop de bière, en fait. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que plus on répète une action, une posture, une pratique, et plus en fait, ça va développer plein de connexions avec ce paquet de neurones, en fait. Donc, du coup, plus on répète une action, et plus en fait, cette partie de neurones va développer de plus en plus de connexions, en fait, pour accélérer et nourrir, en fait, et améliorer cette pratique-là. Forcément, si c'est une pratique ou une posture négative, ben, en fait, c'est ancré à mort. Et si on veut désancrer ce truc-là, ben, ça suppose de commencer une nouvelle pratique et de l'ancrer pour développer cette fois-ci plus de connexions, en fait. Il y a plein d'exercices, plein d'études assez rigolotes là-dessus, sur des singes qui répètent des mouvements qu'ils ne comprennent pas, en fait. Parce qu'ils en ont vu un qui le faisait, et lui, il le faisait parce qu'il avait une récompense. Et en fait, les singes qui suivent, en fait, ne voient plus la récompense, mais ils continuent à répéter un mouvement qu'ils ne comprennent pas, en fait. Et ça ne marche pas qu'avec des singes. On a des trucs comme ça où on voit des caméras cachées dans une salle d'attente, où il y a un moment donné, il y a une sirène d'alarme qui sonne. On voit un mec qui se lève sans raison. Les gens, au début, ils regardent bizarrement. Puis à force, du coup, une fois, 2 fois, 3 fois, ils voient le mec qui se lève. Bon, à force, ils répètent. Donc, ils se lèvent aussi. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils le font quand même. Et puis, en fait, le mec, donc c'est un acteur, il sort de la salle d'attente. Et là, du coup, il n'y a plus que des vrais gens. Et bien, du coup, à chaque fois qu'il y a la sirène, et ben, les gens se lèvent. Et ça devient une pratique, et sans qu'on comprenne pourquoi, en fait. Et ben, ça prouve bien qu'on peut développer de nouvelles pratiques sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, autant développer des pratiques qu'on comprenne, en fait. Résumer encore une fois les 3 leviers du case study CRM. Alors, du coup, là, en fait, on a vu le point de départ, en fait, c'est la communication. Donc, communiquer pour mieux communiquer. Donc, en stat, on a 40% d'échecs sur les initiatives qui cherchent à faire en sorte que les gens communiquent mieux. C'est un peu ballot, c'est le paradoxe du truc. Le deuxième, que je ne raconte pas de bêtises, c'est le focus sur les coûts. Chercher à réduire en fait les coûts sur un truc qui apporte 0 valeur, ça ne sert à rien. Travailler super bien ensemble sur un projet qui de toute façon ne sert à rien, concrètement, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux bien bosser ensemble sur un projet qui, lui, va générer de la valeur en fait. Donc voilà, le focus sur les coûts, plutôt que sur la valeur. Et le troisième truc en fait qu'on a vu là dans le case study, et ben en fait c'est le business case en fait. Le business case c'est pas une règle sacro-sainte. On a formulé en fait une espèce de valeur escomptée d'un projet sur la base d'hypothèses qui étaient notre connaissance à l'état au moment où on a fait le big case. Ça suppose de le réévaluer et de chercher justement à le faire de manière la plus explicite et non biaisée possible en fait. Qui est le gardien de la bonne posture? Eh ben, c'est une excellente question. Eh ben, on n'est pas chez Harry Potter, donc c'est pas Gandalf ou c'est pas, je ne sais plus comment il s'appelle là. Bref, j'ai l'air Voldemort, mais voilà. En fait, c'est nous, en tant qu'individu, le premier gardien de notre posture en fait. Il y a un truc là, si ça vous intéresse, j'ai écrit un papier il n'y a pas très longtemps. Après un passage que j'avais fait à Londres là, sur le World Business Forum, sûrement sur les postures et les actions. En fait, il y a une phrase de Suzanne David, donc, qui est docteur en neurosciences et qui d'ailleurs enseigne, qui a une chaire à Harvard. En fait. Et, il y a une phrase moi, que j'ai retenue que je trouve assez hallucinante. En fait, c'est on a tous des émotions. Jusque-là, tout va bien, enfin, on vaut mieux en tout cas. Donc, le premier truc, c'est nous ne sommes pas nos émotions. On en a, nous ne sommes pas nos émotions. En revanche, le vrai truc, en fait, c'est qu'on est responsable des actions qu'on va entreprendre en réponse à ces émotions-là, en fait. Et la vraie question qui doit être posée, qu'on doit se poser tous, en tout cas, on devrait se poser, et pour moi, c'est ça le gardien, c'est pour qu'on soit le propre gardien de nos propres postures, c'est est-ce que l'action ou les actions que j'entreprends en réponse à l'émotion que j'ai me rapprochent de la personne que j'ai envie de devenir, en fait. Si la réponse est non, faut changer d'action. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, il y en a une qui est un peu délicate. Est-ce que le projet présenté est inspiré d'un projet réel? Est-ce que ces principes auraient été nécessaires et suffisants pour en faire un succès? Et j'ai peut-être une autre question. C'est toi qui étais dans ce projet, parce que la réponse est dans ma question. C'est inspiré d'un fait réel.
Est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent? Est-ce que tu aurais pu orienter autrement le projet avec les connaissances que tu as maintenant, histoire de prendre la hauteur? On était dans le même projet. T'inquiète, personne de cette entreprise-là ne nous écoute actuellement. Non, mais en fait, c'est des histoires. Donc, elle s'est inspirée de faits réels, malheureusement ou heureusement. Donc, oui. Pour info, c'était plutôt on va vendre l'équipe, qui était plutôt sur la fin de l'histoire. Oui, j'y étais. En fait, je raconte que des histoires sur lesquelles j'ai pu m'inspirer réellement de faits réels, en fait. Enfin, quoi que je dis ça, parce qu'en fait, à force d'avoir développé finalement cette compétence-là de essayer de raconter des histoires, de sortir de ce que j'ai pu vivre, en fait, des histoires scénarisées, ça devient un truc, en fait, que je suis en train de former, en tout cas, d'aider d'autres boutiques de consulting à faire ça, en fait, à sortir d'un cas, une histoire, en fait, scénarisée en 3 actes, en fait, pour mettre en avant, finalement, les points clés qu'on va faire passer, en fait. C'est une histoire, donc en fait, c'est qu'un éclairage en particulier sur une réalité, et la réalité est forcément plus complexe. Elle a plusieurs facettes, comme le dé, en fait. Donc, oui, c'est inspiré d'un projet réel. Oui, j'y étais. Est-ce que ces principes auraient été nécessaires et suffisants? Oui, mais comme je disais, en fait, moi, je tâche d'avoir en tête tout le temps cette petite question de est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir, en fait. Et donc, j'essaie d'incarner ça au quotidien. Alors, des fois, je le fais moins bien. Des fois, je pète un plomb. Mais voilà, c'est pas grave, en fait. C'est aussi être bienveillant avec soi. En fait, on n'est pas parfait. L'idée, c'est pas ça. C'est finalement d'être un chantier en continu. Et ce chantier-là, ça s'arrête jamais, en fait. On est toujours une œuvre en construction, en fait. Donc, oui, en fait, ça aurait pu changer si finalement, en fait, peut-être j'étais resté plus longtemps. Et si en fait on avait réussi à davantage faire entrer en résonance plus de monde, en fait. Pour info, il y a une stat que Harvard Business Review a publiée il n'y a pas très longtemps sur un article où en gros sur une population de 100 personnes qui ont un comportement donné, il suffit qu'il y ait 10 parmi ces 100 qui changent de comportement. 10, ça suffit pour faire adopter un nouveau comportement à la majorité, en fait. Et pour info, vous retrouverez aussi sur ma page LinkedIn entreprise, j'avais posté un petit jeu sur la confiance, en fait. C'est assez rigolo parce que ça met en situation, c'est un jeu, et il y a même des simulations de à quelle vitesse un nouveau comportement se propage en fonction des comportements, des comportements principaux qu'on observe dans la population, en fait. Donc oui, en fait, si on avait agi sur ces aspects-là, ça aurait en tout cas cassé la récurrence de ces problèmes-là, mais ça aurait supposé qu'on travaille dessus. Et là, du coup, étant moins embarqué dans le truc, je ne peux pas de la fois juger parti. Il y aurait forcément un biais. Donc, c'est pour ça que du coup, dans typiquement le cas que je vous citais, là, de la boîte dans l'Ain, du coup, j'interviens à jouer à la boîte de Pandore, tandis que la boutique de consulting accompagne sur la transfo et le projet, en fait. Et c'est dans cette complémentarité-là qu'on on peut essayer de garder la tête hors de l'eau, en fait. Donc, voilà, parce que moi, j'aime bien Coluche. Le temps qu'on passe à courir, on ne passe pas à se demander pourquoi on court. Et donc, c'est bien ça. C'est qu'en fait, il faut que, pour qu'on puisse avoir une espèce de recul, il ne peut pas avoir la tête dans le guidon, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette complémentarité entre des prestations de consulting classiques et puis la boîte de Pandore, par exemple. Voilà. Très bien. Alors moi, pour qui ai participé au même projet, je trouvais très intéressant en fait l'analyse que tu en fais, qui prend de la hauteur. Moi, j'étais un opérationnel, j'ai vu les travers opérationnels des choses et je me suis braqué là-dessus. Mais j'ai pas forcément vu initialement, parce que je suis arrivé en plus en cours de route, les problèmes initiaux qui en a abouti à ces. Je me suis braqué sur les conséquences quelque part. Et tu es remonté peut-être aux causes initiales et tu as pris de la hauteur. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est. Alors ouais, le cas, en fait, c'est un autre cas. En fait, celui-là, c'est un autre cas sur lequel tu n'y étais pas, mais la preuve, d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. C'est que tu es en résonance avec cette histoire-là qui était une histoire différente en fait. Là. Ah, c'était pas celle-là, parce qu'il y a certains points qui se retrouvaient de façon très forte. Pas tous, mais certains où j'étais là, je me suis dit, oui, effectivement, ils n'étaient pas d'accord. C'est intéressant parce que c'est bien ça en fait. C'est en expérimentant au travers de l'expérience des autres,
c'est là où tu commençais à détecter des trucs. Tiens, putain, ouais, bah oui. Et c'est cette prise de conscience-là, en fait. Moi, j'ai un ancien client avec qui on a bossé sur un autre projet. Et lui, en fait, en présentant un autre case study qui n'avait rien à voir, et ben en fait, pareil, ça lui a fait tilt en fait, sur d'autres trucs. En fait. Qui a envie je crois qu'on a fait le tour des questions écrites, à moins qu'il y en ait d'autres peut-être dans les notes. Qui a envie de s'exprimer directement oralement, faire un retour d'expérience de la soirée? Comment est-ce qu'il aurait vu, comment est-ce qu'il a perçu la chose? Qu'est-ce qui aurait été peut-être mieux de faire ou différemment? Voilà, on est preneur de tout retour de votre part. Qui veut se prononcer? Oui, éventuellement. Ce que vous avez dit, 10% égale 100% des employés convaincus. C'est qu'auteur qu'il a dit, ça date d'au moins presque 20 ans. Ouais, ça date de longtemps, ouais. Ouais. Et il y a une question que je me pose à part ça. Hein, je veux dire, est-ce que 10% d'employés mécontents vont convaincre 100% d'employés? Est-ce que la réciproque joue? Oui. Alors oui, il y a Steven Cover en fait qui est Monsieur Confiance que j'avais vu sur scène en fait. Alors sur scène, je l'avais trouvé moins bon, mais par contre, il a typique. Moi, j'ai un jeu de cartes de lui là, qui s'appelle The Speed of Trust. Et en fait, si la confiance c'est quelque chose qui se propage et qui peut se propager assez vite, la méfiance ou d'autres comportements plus nocifs se propage encore plus vite en fait. Et d'ailleurs, le simulateur dont je parlais, en fait, c'est exactement ce qui se passe en fait. Donc oui, en fait, des comportements en fait négatifs, en fait, ça se contamine en fait. Le vrai truc, en fait, c'est je suis pas content juste parce que je suis pas content. Je suis pas content parce qu'il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, par exemple. Et ça peut être tout simplement la frustration de ne pas pouvoir exprimer de manière explicite pourquoi je ne suis pas d'accord. Et peut-être que ce serait tout simplement une question de perception, de point de vue sur une même réalité. Et en attaquant, en fait, ou en essayant d'observer en fait, le même sujet, mais sur un autre angle, et bien là, du coup, en fait, le désaccord commencerait à devenir un accord potentiel. Mais ça suppose plein de choses. Ça suppose déjà de pouvoir discuter, d'écouter, et que les uns et les autres puissent s'exprimer, en fait, ce qui est malheureusement pas tout le temps le cas, en fait. Donc, oui, là, en fait, ouais. Et là, c'est là où votre méthode peut être intéressante. C'est justement pas dans les cas où justement il y a mécontentement, est-ce que votre méthode peut être utilisée? Parce qu'il y a énormément de sociétés où il y en a une satisfaction totale, je dirais, des employés à l'ordre de 70%, etc. Mais est-ce que votre méthode peut être utilisée dans un cas justement où il y a des gros conflits internes? Alors, oui. Après, le truc, c'est que s'il y avait un machin magique, ça se saurait. Et moi, je ne suis pas magicien. Moi, en fait, je ne sais pas faire disparaître les problèmes. Moi, en gros, j'aime bien ce truc-là. En fait, les seules personnes que je connaisse qui font disparaître des trucs, il y a les assassins, il y a les voleurs et les magiciens. Bon, les deux premiers, ils ne sont pas super recommandables. Et les troisièmes, ils n'existent pas, en fait. Donc, moi, je ne sais pas faire disparaître des problèmes. En revanche, essayer d'agir sur ces fameux leviers ou symptômes pour casser la récurrence d'un problème. Et donc, si en plus, il y a effectivement un mécontentement qui est ancré, ça commence par agir dessus, en fait. Et en fait, ça suppose que le truc ne soit pas totalement rompu. En fait, à partir du moment où c'est pété, la relation est totalement pétée, ça devient extrêmement compliqué de réengager la discussion, tout simplement. Mais si la discussion est possible, l'avantage du jeu, en fait, c'est que il n'y a personne qui dit ce qu'il faut faire ou pas faire, en fait. Le jeu, il s'en fout, lui, en fait. Il ne se pose pas la question de c'est bien ou pas bien. Il vous fait juste vivre une situation. Et à partir du moment où elle est vécue, et ben en fait, de ça, on va sortir des éléments à faire, à éviter, à renforcer ou à continuer. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il n'y a plus de jugement. S'il n'y a plus de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas d'opprobre. On n'est plus en train de pointer du doigt Polo ou Jaco, en fait. Et c'est un élément qui permet justement de casser un manque de communication, par exemple. Donc oui, ça peut fonctionner.